Bien, bonjour. Donc aujourd'hui, c'est donc la quatrième leçon consacrée à des stratégies dont certaines, vous verrez aujourd'hui, empruntent le chemin de la chimie douce. Et aujourd'hui, je vais plus particulièrement vous parler de catalyseurs hybrides. Donc voici globalement le plan du cours de la leçon. Donc après quelques généralités, je vous montrerai des exemples assez classiques de catalyseurs homogènes ou enzymatiques, hétérogènes ou enzymatiques. Ensuite, je parlerai de catalyseurs hybrides et puis je décrirai un exemple de catalyseur homogène enzymatique, donc des catalyseurs hybrides, des homogènes hétérogènes, donc pas mal de catalyses supportées. De la même chose pour les catalyseurs enzymatiques hétérogénéisés sur des matrices élaborées par chimie douce. Puis on parlera de biocatalyseurs à structure hiérarchique. Je vous montrerai l'intérêt finalement de créer de la hiérarchie pour que les enzymes travaillent dans les meilleures conditions. Et je finirai par des cascades où en fait l'on combine un catalyseur chimique et un catalyseur biologique, un catalyseur enzymatique. Donc un catalyseur, en fait, à quoi ça sert? Bon, le premier rôle, c'est d'une part l'accélération des réactions. On décrit un chemin réactionnel, énergie, coordonnées de réaction, à travers, des réactions qui franchissent, par exemple, des grandes montagnes, peuvent être, grâce au catalyseur, vous pouvez utiliser, en fait, des chemins de traverse, où, finalement, vous avez un gain net en énergie. Mais ce n'est pas que cela, la catalyse, également, ça peut me permettre de modifier, finalement, la sélectivité, c'est-à-dire produire plutôt un produit plutôt qu'un autre dans un mélange de produits. Et puis, bon, il y a forcément le gain d'énergie en température et en pression. Alors vous allez voir donc, bon, les chemins réactionnels, bon, ça se décrit toujours avec ce genre de graphique où le substrat, ce qu'on appelle substrat, c'est la molécule qui va être transformée et le produit P. Et donc dans ces chemins réactionnels, vous voyez ici, vous pouvez décrire finalement un chemin peut-être un peu plus tortueux, mais où les maximums d'énergie que vous devez traverser pour aller vers le produit P sont plus faibles. Donc c'est bien, ça correspond bien à un gain énergétique. Alors il y a des notations que vous allez trouver de temps en temps dans la leçon, telles que tonne turnover number, c'est en fait le nombre de moles de substrat qu'une mole de catalyseur peut transformer avant de s'inactiver. Et la turnover frequency, c'est en fait cette donnée-là divisée par une unité de temps. Bon, en général, c'est une unité en général, on prend l'heure. Et donc, ces catalyseurs permettent en particulier, bien sûr, de l'activité, une meilleure sélectivité. Certains permettent des régiosélectivités ou des stéréosélectivités qui sont meilleures, en particulier du côté des catalyses enzymatiques. Et puis, évidemment, on cherche à les rendre recyclables. Donc il y a trois grandes familles, trois grands types de catalyseurs. Les catalyseurs homogènes, où en fait on a des molécules qui sont les catalyseurs qui sont en pure solution. Une solution colloïdale ne sera pas vraiment à proprement parler d'un catalyseur homogène, puisqu'en fait, ce sont des nanoparticules, donc des objets solides qui sont finalement en suspension, stabilisés dans un liquide. Les catalyseurs hétérogènes, ce sont en fait des catalyseurs solides, en poudre pour parler simplement, et puis les catalyseurs enzymatiques qui sont bien, je dirais, connus dans la nature. Un exemple assez connu de catalyseur homogène, c'est le fameux complexe de Wilkinson. Je vous rappelle que Geoffrey Wilkinson a été un prix Nobel en 1973 et il a développé énormément de la chimie organométallique avec des fameux complexes à 14, 16, 18 électrons, basés par exemple sur cette sphère de coordination du ruthénium, dans lesquels vous avez des ligandes phosphines qui peuvent s'échanger facilement pour finalement accepter finalement la fixation d'un hydrogène puis d'une fonction alcène. Et ensuite, vous avez finalement hydrogénation de l'alcène par sphère interne à l'intérieur du catalyseur et libération du produit. Donc typiquement, un exemple, c'est l'hydrogénation des alcènes. Avec une molécule de ce type, en présence de ce catalyseur dans une solution homogène, vous pouvez obtenir, vous voyez, spécifiquement la réduction de cette partie-là de la molécule. Et si, en fait, vous utilisez des phosphines chirales, puisque le système se fait par sphère, sur la sphère de coordination, vous pouvez induire finalement de la symétrie. Et vous pouvez obtenir finalement non seulement une hydrogénation, mais une hydrogénation qui induit finalement
une asymétrie et qui sélectionne un des deux isomères optiques. Alors les zéolites, bon, ce sont des catalyseurs cette fois-ci hétérogènes bien connus. Ce sont des systèmes dans lesquels j'ai parlé déjà un certain nombre de fois au cours de mes cours. Ce sont des aluminosilicates où vous avez des tétraèdres de SiO4 qui sont reliés à des tétraèdres d'aluminium. Et donc, en fait, les aluminiums dans ces systèmes-là sont toujours en basse coordinance, en coordinance 4 ou 5, selon ce qui est adsorbé, ce qui veut dire que ce sont également des acides de Lewis forts, et également, vous avez finalement les hydroxyles de ces surfaces-là vont créer également de l'acidité, et en particulier, la nature des ponts entre le silicium et l'oxygène va induire finalement des acidités différentes, et ça va permettre, en fait, via des réactions de chimie douce de condensation, de former des structures avec des cages, des trous. Typiquement, ce sont des trous de l'ordre de quelques angstroms, vous voyez. Donc, ce sont en général des catalyseurs acides, par exemple. Ça, c'est l'exemple du ZSM5. Bon, il y a toujours une nomenclature, je ne rentrerai pas dans les détails de la nomenclature, mais ça correspond à un certain type de zéolite, par exemple, qui est un catalyseur très acide, qui est utilisé pour isomériser, par exemple, cette molécule où il y a les deux méthyles qui sont en position méta. Pour les isomériser, on se retrouve avec un parahexylène, avec les deux méthyles en position para. De la même manière, bon, la phogacite, c'est un système qui est très utilisé également pour le craquage catalytique en lit fluidisé, c'est-à-dire que le craquage finalement de gros hydrocarbures lourds qui viennent du pétrole pour en fait en faire des molécules plus petites qui donneront lieu à la formation d'essence, de gaz olefinique et éventuellement des transformations ultérieures. En fait, ces zéolites sont connus depuis, je dirais, les années 1940 à peu près. Donc, ce sont des systèmes avec de très bonne stabilité, des acidités élevées, des systèmes microporeux, vous voyez, avec des tout petits trous. Alors, bon, une des limitations, évidemment, c'est la taille des molécules qui peuvent rentrer finalement dans le cycle catalytique et être transformées. Donc, dès qu'on va avoir des gros substrats, les zéolites vont être plus gênés. Donc, il y a eu plein de recherches qui se sont faites, justement, pour créer des zéolites à pores plus gros ou bien de combiner finalement ces zéolites avec des supports qui permettraient finalement de limiter, dans certains cas, les contraintes diffusionnelles. Alors, la troisième catégorie, ce sont les catalyseurs enzymatiques. Le principe, c'est le principe de la clé de la serrure, mais pas tout à fait. En fait, vous avez dans les enzymes, ce sont des nids catalytiques constitués essentiellement de protéines. Vous avez des sites actifs dans lesquels le substrat vient se fixer et la transformation a lieu finalement sur ce site actif. Mais ce n'est pas vraiment une clé serrure, l'enzyme, bon ça c'est ce qui est décrit en général, mais en fait c'est une clé, une serrure qui s'adapte. C'est-à-dire que vous avez une mobilité finalement de la serrure vis-à-vis des clés pour justement ajuster au mieux finalement l'acte catalytique. Et donc ça vous permet de former finalement des matériaux, des produits complexes. Et en général, l'avantage de ces catalyses enzymatiques, pas toutes, mais la plupart, c'est qu'elles permettent d'être énantiosélectifs. C'est-à-dire que si votre produit à l'arrivée, c'est vos deux mains gauche et droite, eh bien l'enzyme, elle ne travaille que pour vous faire une main gauche ou une main droite. Donc c'est ce qu'on appelle l'énantiosélectivité. Et donc ça, c'est très intéressant dans le domaine des médicaments et dans plein de domaines, puisqu'il y a toujours un isomère qui est actif et l'autre qui est inactif. Ou bien pire, il y a un isomère qui fait du bien au niveau de la médecine et l'autre qui crée des problèmes, par exemple la thalidomide. Ça a été un des problèmes de base au départ parce que les gens ne savaient synthétiser que le racémique, c'est-à-dire les deux. Donc il y en a un qui était bien pour le traitement et l'autre qui créait finalement des problèmes au niveau des nourrissons qui étaient mal formés. Et donc c'était vraiment un problème. Donc c'est important de pouvoir séparer les systèmes au niveau des isomères optiques. Alors une enzyme que vous connaissez très bien, c'est l'aldéhyde déshydrogénase. En fait, quand vous buvez de l'alcool, du vin par exemple, vous avez deux enzymes qui font l'essentiel du travail. Une première, la déshydrogénase, qui vous transforme l'alcool en acétaldéhyde. Et l'acétaldéhyde, les vaisseaux sanguins, le foie n'aiment pas beaucoup ça. Et vous avez une deuxième aldéhyde, qui est l'aldéhyde déhydrogénase, qui transforme cet acétaldéhyde en acétate, qui est facilement éliminable par le corps. Et vous connaissez bien cet effet, en fait. C'est-à-dire c'est ce qu'on appelle le Asian flu. Il y a des populations qui ont une déficience, finalement, dans cet aldéhyde.
Et donc la réaction catalytique ne se fait pas toujours, mais ce n'est pas vrai pour tout le monde. Par exemple, d'après les statistiques, il y a à peu près 40% des Japonais qui ont cette déficience. Et puis dans le reste de l'Asie, c'est plutôt une vingtaine de pourcents, donc en gros une personne sur 5. Donc bon, ça peut être intéressant en fait d'avoir cette enzyme quand vous allez boire quelque chose avec vos amis. Alors au niveau des biocatalyseurs, bon, ces enzymes sont spécifiques. Elles sont spécifiques, efficaces et sélectives. Donc en fait, par famille, j'en ai classé 6. Les oxydoréductases, typiquement, ce sont des réactions d'oxydoréduction de la molécule, vous voyez. Des transférases, vous transférez sur un groupement amino, vous le transformez d'une molécule à une autre. Et ça se fait de façon très sélective en gardant finalement l'isomère optique considéré. Des hydrolases, typiquement les lipases ou les estérases, qui sont des molécules en fait, qui coupent des esters pour les transformer en acide ou l'inverse, c'est une réaction qui est équilibrée. Des aspartases qui sont un peu plus complexes, donc qui sont des liases qui font des réactions d'addition-élimination. Les isomérases qui permettent simplement d'une racémisation ou une épimérisation. Ici, on passe, vous voyez, d'un cycle à 6 à un cycle à 5 de façon sélective sans changer la configuration des carbones grâce finalement à une enzyme. Et les ligases qui permettent finalement de catalyser la formation de certaines ruptures, de liaisons qui sont intéressantes, telles que des liaisons CO, ça c'est intéressant au niveau énergétique, CC, CN, des liaisons qui a priori sont un petit peu plus difficiles à former qu'une liaison ester par exemple, et avec donc coupure d'ATP. En fait, il y a toujours de l'ATP qui est utilisé au niveau énergétique. Alors ces enzymes sont très très dominantes finalement dans les transformations qui ont lieu dans les biotechnologies. Et vous voyez ici sur les secteurs qui sont vraiment dans lesquels finalement ces biocatalysés enzymatiques sont utilisés, un petit peu dans les polymères, les cosmétiques, l'alimentaire, la pharmacie, énorme, bon, l'agronomie également, d'autres secteurs. Et puis de plus en plus, on voit arriver des catalyseurs enzymatiques pour les résoudre en fait des problèmes associés à l'environnement. Alors, voici quelques types de réactions, vous voyez, qui peuvent être accélérés par les 3 types de catalyseurs de façon séparée. Catalyse homogène, catalyse hétérogène, catalyse enzymatique. Bon, j'en ai souligné quelques-unes. Par exemple, l'hydrolyse d'ester peut être bien entendu catalysée par une lipase, puisque bon, c'est sa fonction, mais également par un catalyseur du type polymère de coordination, donc les fameux MOF dont je vous ai parlé de nombreuses fois, avec une fonction basique, parce que l'hydrolyse d'ester, c'est catalysé par les bases, ou par un dimère de cyclodextrine. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est simplement un dimère avec 2 cyclodextrines dans lesquels vous avez des fonctions bipyridines, donc basiques à nouveau, qui relient les dimères, et donc c'est la basicité finalement, c'est la basicité de ces fonctions BP qui permet la catalyse. Puis d'autres exemples. Par exemple, l'activation du méthane peut être faite avec méthane monooxygénase. Alors, pourquoi c'est important l'activation du méthane, par exemple? C'est parce que finalement, c'est une façon de transformer une molécule uniquement carbonée en une molécule qui va contenir non seulement du carbone, des protons, mais également de l'oxygène. Et ça ouvre finalement la voie à toute la chimie organique. Donc ça peut être fait avec des complexes de ruthénium ou d'iridium, ça c'est assez classique, ou bien avec des complexes, des solides en fait, à base d'oxyde de manganèse et des tungstates supportés sur la silice, ou bien par la méthane monooxygénase. Donc en fait, la plupart des réactions catalytiques qui sont là, il y en a un bon nombre, peuvent être catalysées soit de façon homogène, hétérogène ou enzymatique. Alors, quels sont les avantages justement et les défis des catalyseurs hybrides? Alors évidemment, en couplant par exemple catalyseur homogène, catalyse hétérogène, catalyseur enzymatique, catalyseur hétérogène, et catalyseur enzymatique et catalyseur homogène. Bon, ce qui est recherché dans la plupart des travaux, ce sont des meilleures performances, déjà à la base, et également éventuellement de nouveaux chemins réactionnels, et puis d'essayer dans les meilleurs des cas de les faire travailler en cascade. Alors au niveau donc des avantages et défis, catalyseur homogène hétérogène, donc en général on cherche à stabiliser le catalyseur homogène, à le réutiliser de façon plus facile et puis à le faire fonctionner en flux. Par contre, ce qui peut arriver, c'est qu'on peut avoir une limite dans les aspects diffusionnels et puis malgré tout on peut perdre des métaux.
Catalyseur enzymatique homogène, eh bien, ça donne des portées plus larges, une stabilité, un recyclage possible pour le système enzymatique, mais bon, des fois, le système enzymatique peut se trouver, je dirais, malgré tout, inhibé ou contraint par la catalyseur homogène. Catalyseur enzymatique, catalyseur hétérogène, eh bien, ce qui est recherché, c'est la stabilité, la facilité à réutiliser le catalyseur, de pouvoir fonctionner en continu, fonctionnement en flux. Les limites, eh ben, c'est à nouveau des limites de diffusion, ça va dépendre du support, et puis de perte de sites actifs ou bien finalement des inhibitions également des sites catalytiques associés à l'enzyme. Alors si on arrive à faire des systèmes en cascade, catalyseurs homogènes, hétérogènes, enzymatiques, pour l'instant il y en a très peu de publiés, eh bien on espère obtenir des meilleures performances, réactivité, conversion, sélectivité, des nouvelles voies de réaction, et puis un coût de synthèse du catalyseur qui soit plus intéressant. Alors la limite, c'est justement qu'il faut le construire, et ce n'est pas simple, parce que le premier écueil, bon, indépendamment des stabilités relatives dans les milieux considérés, l'un des premiers écueils que vous allez rencontrer, c'est la coïncidence des fenêtres temporelles de réaction des différents systèmes, c'est-à-dire la vitesse finalement auquel travaillent les uns et les autres. Et donc, il faut arriver à faire un peu le chef d'orchestre et à mettre tout le monde. Ça, c'est un petit peu difficile. Alors, pour obtenir donc des catalyseurs hybrides, quelles sont les méthodes de couplage? Bon, catalyseur homogène hétérogène, eh bien, bon, il y a le piégeage dans un support d'un catalyseur homogène, dans un support qui va être le support solide, le greffage covalent ou l'adsorption et le greffage. Ça, ce sont des méthodologies qui sont utilisées depuis assez longtemps maintenant. Elles présentent toutes des avantages et des inconvénients, mais par contre, ce qui est intéressant dans ces approches-là, c'est que le support peut être aussi actif à deux niveaux. Il peut être, je vous montrerai un exemple à la fin, dans lequel le support peut être aussi un catalyseur, mais également il peut être un modificateur finalement de l'arrivée des molécules, de la partition des molécules, et ça peut aider à l'acte catalytique. Catalyseur homogène enzymatique, en général, bon, ce sont des systèmes pseudo-homogènes. On peut soit avoir un mélange dans un liquide, donc tout le monde réagit finalement dans un solvant, ou bien finalement on ségrège, on partitionne, on ségrège les deux catalyseurs dans des micelles inverses où on décore, vous voyez, la micelle avec par exemple un complexant porteur d'une chaîne hydrophobe et l'ensemble encapsule finalement un site enzymatique. Et puis, les catalyses, je dirais, enzymatiques et catalyseurs hétérogènes, donc typiquement, ça commence par le support en fait, de la catalyse enzymatique supportée, avec différents types de liens, des greffages covalents, de l'adsorption simple, des piégeages dans les matrices ou dans des membranes, de la réticulation ou la formation d'agrégats. Donc très souvent, pour éviter les problèmes de perte du réactif enzymatique, on associe souvent greffage covalent et réticulation, ce qui permet finalement d'assurer finalement une certaine durée de vie à la lixiviation du centre catalytique qui est représenté par l'enzyme. Alors un exemple de catalyseur hybride, catalyseur enzymatique, catalyseur homogène, c'est un système dans lequel on va coupler, vous voyez, un catalyseur métallique et un catalyseur enzymatique. Donc ça se fait, je dirais, dans un milieu liquide. Donc le catalyseur homogène, c'est un complexe de palladium qui, avec ce type de substrat et en fait l'acide phénylboronique, va donner une réaction assez classique. C'est un couplage de Suzuki où vous allez venir coller un aromatique à la place du brome. Donc ça, c'est l'étape que fait le catalyseur homogène. Et l'enzyme, ensuite, elle fait une réaction de réduction énantiosélective, vous voyez, avec un taux d'énantiosélectivité de 99%. Elle réduit, en fait, on rajoute un proton ici, on transforme en alcool, mais cet alcool, il y a un seul des énantiomères qui est fabriqué. Une autre réaction, une réaction tandem, où à nouveau un complexe de ruthénium va transformer finalement cette molécule en faisant un réarrangement. En fait, le proton qui est là va se repositionner sur la partie alcénique pour former un carbonyle. Et ensuite, dans un deuxième temps, vous avez à nouveau une réaction de réduction qui est finalement énantiosélective. Donc ça, c'est un exemple finalement de catalyseur hybride homogène enzymatique. Bon, maintenant, je passe à
la partie, je dirais, catalyse homogène couplée à de l'hétérogène. Donc les avantages, c'est rapide et ça peut se faire dans des conditions douces. La catalyse homogène, c'est efficace. Bon, les inconvénients de la catalyse homogène toute seule, je vous les ai déjà soulignés tout à l'heure, c'est qu'en fait, ce sont quand même des catalyseurs qui coûtent cher et qu'il faut absolument les recycler. Et les catalyseurs également, il faut arriver à les isoler parce qu'ils sont parfois toxiques. Alors, il y a eu énormément de travaux qui ont démarré typiquement dans les années 90, où il y avait énormément de travaux par les collègues de la chimie organométallique ou de la chimie organique en catalyse homogène. Et alors, ils ont commencé à cette époque à supporter finalement des catalyseurs homogènes sur des structures solides, des différents types de solides. Alors, ce qu'ils pensaient à l'époque, vous voyez, c'était ça en fait. C'est que finalement, les premiers articles montraient que finalement, on s'attachait un peu à un boulet au pied. C'est-à-dire que le système allait être ralenti, n'allait pas être efficace, etc. Ça, c'était les premiers travaux, je dirais, au début des années 90. Il y a une foule de travaux depuis qui ont montré que ce n'était pas le cas et que très souvent, finalement, on arrivait dans ces configurations-là à gagner sur tous les tableaux. En particulier, des catalyseurs homogènes, hétérogènes. On a des meilleures stabilités au stockage en fonctionnement, une utilisation en continu qui est possible, des opérations en lieu fixe. Donc ça, pour l'industriel, c'est intéressant. Séparation plus facile des produits. On réduit les déchets, la contamination, et en plus, on peut réutiliser le catalyseur. Donc il y a un grand nombre d'avantages, et il y a eu énormément de recherches qui ont été poussées par l'Institut français du pétrole, ou par Total, ou par d'autres industriels, parce que c'était des systèmes intéressants, malgré finalement ce qui était pensé, je dirais, les idées un peu préconçues qui étaient là au départ. Alors, comme type de support pour des réactions hybrides, on hétérogénise finalement des catalyseurs homogènes, donc des complexes ou des molécules. Eh bien, généralement, ce qui est utilisé, ce sont des solides poreux. Donc, je vous rappelle simplement que les solides poreux, on peut les classer en fonction de leur taille. En dessous de 20 angstroms pour la taille des trous, vous avez ce qu'on appelle les solides microporeux. Entre 20 et 500, vous avez les solides mésoporeux, hein, donc je vous ai parlé de nombreuses fois dans les cours. Ça peut être des argiles, ça peut être des polymères de coordination ou bien des silices faits en présence de tensioactifs. Et puis vous avez les solides macroporeux. Alors ce que vous voyez facilement sur ces dessins-là, c'est comme la taille des trous augmente de quelques angstroms à les microns, voire des dixièmes de microns, eh bien, à la fois, dans ce sens, vous allez forcément limiter les contraintes diffusionnelles, mais également, ce que vous pouvez avoir dans ce sens, c'est aussi la perte, finalement, des réactifs, puisque vous avez des connectivités qui vont être énormes et puis des trous relativement gros. Et pour cela, donc, finalement, les matériaux mésoporeux qui se placent un petit peu entre les deux, finalement, sont souvent des candidats intéressants, au moins dans les études académiques. Donc, je vous rappelle très rapidement comment on les fabrique. On utilise un précurseur, par exemple, de silicium qui peut être fonctionnalisé ou non. On utilise des savons, donc des tensioactifs, qui peuvent être moléculaires ou polymériques. On crée des cristaux liquides et, en fait, sur la partie hydrophile externe, vient se faire la réaction de polymérisation. Et donc, ça permet de faire le support. Et vous éliminez ensuite le savon par lavage pour obtenir des solides sous forme de, vous allez voir, qui peuvent être à porosité contrôlée dans des domaines de taille, je dirais, de 2 à 30-40 nanomètres, qui peuvent être également des surfaces hybridées avec, par exemple, des fonctions complexantes sur lesquelles vous allez pouvoir piéger le catalyseur homogène. Donc ce sont des structures également qui sont bien organisées au niveau des pores, ce qui au niveau académique rend des services puisque ce sont des systèmes que l'on visualise, que l'on caractérise plus facilement que des systèmes totalement amorphes. Et donc, et en plus, on peut fonctionnaliser, vous voyez, avec des fonctions hydrophobes, j'en reparlerai tout à l'heure, ou bien des fonctions complexantes sur lesquelles on va venir, par exemple, coller un catalyseur homogène, et puis le système va être hétérogénéisé via la formation de la réaction de ces groupements-là avec le mur, par exemple, de silice. Alors on obtient des matériaux sous forme de films, de poudre, de monolithes, avec des compositions qui aujourd'hui deviennent très très variées. Également, vous voyez beaucoup d'oxydes avec des métaux différents, des propriétés, je dirais, isolantes, semi-conductrices, voire métalliques, des carbones, du BN, des céramiques, avec finalement, vous voyez, ça représente une photo de microscopie électronique avec des trous qui sont à l'échelle de quelques nanomètres.
une répartition qui est régulière, et c'est dans ces trous que vous allez pouvoir effectuer finalement de la catalyse, fixer un catalyseur homogène, et vous servir également de la chimie finalement du mur pour exalter ou modifier la réaction que vous ciblez. Alors ce mur poreux, il est ajustable parce que finalement, vous voyez, en jouant sur le tableau périodique, vous pouvez ajuster son caractère base ou acide de Lewis ou de Bronsted, son caractère isolant, conducteur ou semi-conducteur, et donc vous pouvez également jouer sur les interactions entre le catalyseur qui va être piégé ou greffé à l'intérieur et le substrat et le mur. Alors ça, ce sont des exemples sur lesquels nous avions travaillé il y a un petit moment au laboratoire, pour justement arriver à faire travailler des catalyseurs homogènes une fois qu'on arrivait à les greffer sur des murs mésoporeux de différents types d'oxydes. Alors l'idée, c'est d'avoir un ligand que l'on couple de façon covalente ou ionocovalente avec le mur, et puis on vient fixer un centre métallique ad hoc, celui qu'on aura choisi, pour un certain type de réaction. Et en particulier, on espère modifier les activités et surtout peut-être les sélectivités en se servant finalement quelque part de la chimie du mur entre le substrat et le mur. Alors, un exemple qui permet de bien fixer les idées là-dessus, c'est finalement la réaction d'hydrogénation de ce genre de molécules. Elle va se faire grâce à ce complexe du rhodium qui est fixé par des phosphonates sur un mur de zircone, un mur mésoporeux. Et en fait, ce mur, finalement, il a deux caractères. D'une part, c'est un acide de Lewis, et donc il va être facilement interagir avec des substrats nucléophiles qui ont des caractères un peu base de Lewis. Donc ça va pouvoir permettre d'orienter finalement les réactions. Alors, un exemple, lorsque vous utilisez cette molécule en homogène avec ce catalyseur-là, eh bien, vous avez 100% de transformation, mais vous avez 80% de ce composé-là, 10% de celui-ci et 10% de celui-là. Lorsque vous utilisez le mur de zirconium, donc vous faites un catalyseur hybride en hétérogénéisant le catalyseur, évidemment le caractère acide de Lewis du mur va jouer, c'est-à-dire que vous allez positionner le substrat de telle manière à ce que vous allez être sélectif sur une des deux liaisons, et dans le cas présent, eh bien, c'est cette liaison-là qui est transformée par hydrogénation avec un taux de 100%. On peut également, par exemple, faire ça avec une autre molécule plus classique, plus connue, qui est le géraniol. Bon, le géraniol, vous savez d'où vient le nom, en fait, c'est une des essences essentielles dans le géranium. En catalyse homogène, c'est-à-dire sans faire un catalyseur hybride, vous avez 50% à l'hydrogénation de ces deux produits. Vous voyez, vous faites un mélange des deux à 50-50. Lorsque vous utilisez un catalyseur hybride, si vous travaillez finalement dans ces conditions-là, mais avec du méthanol, eh bien vous obtenez 30% de cet isomère et 70% de celui-là. Par contre, lorsque vous travaillez avec un autre solvant, et je vais vous expliquer pourquoi, qui est le toluène, eh bien à ce moment-là, vous inversez finalement les proportions. Donc vous jouez directement sur la sélectivité. Vous avez 70% de celui-ci et 30% de celui-là, simplement parce que lorsque vous utilisez un solvant, eh bien le solvant n'est pas inerte vis-à-vis du mur. Et lorsque vous avez du méthanol, eh bien vous allez estérifier votre mur, et donc finalement, vous allez modifier l'interaction de votre substrat par rapport au mur, et donc ça va vous entraîner finalement une modification dans l'acte catalytique, puisque le substrat ne va pas se positionner exactement au même endroit par rapport au site catalytique. Alors que si vous êtes en toluène, le toluène ne va pas estérifier la surface, et là, vous allez avoir une conformation accessible qui va être totalement différente. Et puis ces systèmes à base de silice, on peut les coupler pour faire des véritables cascades catalytiques. Ça, c'est ce qu'avait fait à l'époque dans sa thèse Frédéric Gottman. Ou dans le même pore, un pore par exemple fait par de la silice mésoporeuse, vous allez fixer le catalyseur par un ancrage covalent et puis ajouter une fonction amine dans le même trou. Et donc à ce moment-là, eh bien, vous allez faire trois réactions. Une première réaction de réduction, d'hydroformylation du cyclohexène. Puis, en fait, vous allez ensuite faire une condensation de Cohn-Van dans un deuxième temps. Ça, c'est grâce à la base, grâce à la mine qui se trouve là. Et vous allez finir par une réaction d'hydrogénation.
Et donc tout ça va se faire en cascade, et vous allez avoir finalement un rendement global de la réaction qui va être meilleur que si vous faites les 3 réactions de façon séparée. Donc maintenant, je voudrais passer au catalyseur enzymatique hétérogénéisé. Donc en fait, l'idée, elle est très simple. Vous allez utiliser une enzyme, par exemple de la glucose-oxydase, et puis comme la chimie douce permet de créer un réseau dans des conditions de température et de solvants qui sont, je dirais, en accord finalement avec les stabilités de ces objets biologiques, eh bien vous allez pouvoir créer un réseau qui peut être purement minéral ou hybride autour de cette enzyme. Bon, j'ai pris l'exemple d'une glucose-oxydase, pour ensuite la mettre en forme sous forme, vous voyez, soit l'inclure dans des particules, soit l'inclure dans des monolithes, avec finalement un certain contrôle en fonction des paramètres chimiques, essentiellement la dilution, le pH, avec un certain contrôle de la porosité, mais je reviendrai là-dessus. Alors, ça vous permet finalement d'obtenir des monolithes, en fait des pièces massives, dans lesquelles vous avez inclus votre système enzymatique, mais avec des porosités qui vont être accessibles. Donc typiquement, bon, ça c'est ce qu'on considère être un gel. Donc là, vous avez du liquide qui continue à baigner finalement le gel, et l'enzyme se trouve emprisonnée dans le réseau. Si vous évaporez finalement le liquide et le solvant, vous allez obtenir ce qu'on appelle un xérogel, où finalement vous allez commencer à avoir des contraintes qui vont être différentes au niveau des possibilités de modification et du système enzymatique. Ou bien vous allez garder finalement le gel humide et via un séchage hypercritique faire un aérogel dans lequel vous allez créer finalement des très grandes porosités. C'est un petit peu un schéma idéalisé, bien entendu, puisqu'en fait, vous avez des distributions de porosité et les enzymes ne se trouvent pas forcément toutes dans des pores de même taille. Et puis, vous pouvez toujours hydrophober votre système, puisque, on le verra plus tard, vous avez certaines enzymes qui ne découvrent leur site catalytique que dans des milieux hydrophobes. Bon, ça, ce sont par exemple typiquement les lipases. Alors, pourquoi c'est intéressant? C'est de protéger finalement ces systèmes enzymatiques dans des matrices. Bon, les matrices les plus classiques, ce sont des matrices de silice. Leur faire un espèce de nid, eh bien, parce que ça minimise les agressions externes par les produits chimiques, la mobilité restreinte dans les pores, ce qui minimise souvent la dénaturation du site, mais qui aussi implique que des fois la réactivité n'est pas aussi bonne. Et puis, la plupart des manips publiées dans la littérature montrent qu'on peut stabiliser le système enzymatique à des températures plus élevées et pendant plus longtemps, et puis ça les protège, en particulier les phosphatases, ça les protège par rapport aux variations du pH, par exemple. Donc finalement, ce nid, en fait, c'est comme tous les nids, hein, c'est un environnement protecteur, mais qui a ses limites. Alors si on regarde un peu la littérature, eh bien là, on commence à avoir des surprises, parce que on connaît tous dans la salle, ou tout du moins les gens qui sont au laboratoire, vous connaissez les noms classiques que l'on énonce tout le temps, je vais en parler, comme les précurseurs finalement d'un domaine. Ben, c'est pas vrai. C'est pas vrai, je dirais, un des premiers travaux, c'est celui de Johnson et Watley, où en fait ils ont essentiellement immobilisé de la trypsine et l'ont fait fonctionner pendant 75 jours. Bon, c'est un catalyseur hétérogénéisé, 71, mais surtout un des travaux scientifiques qui m'a beaucoup intéressé, c'est celui du groupe de Klaus Mosbach, où finalement, vous voyez, il a emprisonné énormément de différentes sortes de systèmes enzymatiques, et ensuite il a également joué sur la balance hydrophile-hydrophobe pour en faire travailler certaines dans un sens ou dans l'autre. Donc ça, ce sont des travaux précurseurs, et ceux que vous connaissez, vous, au niveau du laboratoire, ce sont ceux-là, c'est-à-dire le travail qu'a fait David Avenir, publié en 90, vous voyez, quelques années après, un très beau boulot d'ailleurs. Je vous rappelle, bon, ça c'est un travail qui est très cité, mais l'impasse facteur du journal, ce n'est que 2,6 maintenant, mais à l'époque ça devait être 0 quelque chose. Hein. Donc voilà, c'est ce que je dis tout le temps dans mes cours. Il y a toujours des travaux qui sont en rupture, mais qui ne sont pas forcément publiés dans les journaux de plus fort impact. Donc en fait, il a fait une étude sur les xérogels humides, et puis il a continué finalement, il a fait beaucoup de travaux, donc il a regardé un petit peu l'ensemble des paramètres qui étaient importants pour essayer d'encapsuler les enzymes dans les meilleures conditions. Vous voyez, ensuite 92, enzymes et protéines. Donc là, dans ce travail, il compare en particulier
l'effet du gel humide, du xérogel ou de l'ambigel sur les propriétés, je dirais, de catalyse enzymatique. Et finalement, il s'aperçoit que dans tous ces systèmes, que ce soit gérogel ou gel humide, en fait, il se trouve toujours avec une double population qui, une fois contrainte, ne suit pas le modèle classique de Michaelis-Menten. Il y a une déviation par rapport au modèle, mais en fait, elles sont toutes plus ou moins bien contraintes ou moins bien piégées, bien qu'elles soient toutes dans un réseau, mais ça, c'est dû à la distribution de la taille des pores, et les plus stables sont les moins actives. Et en particulier, elles sont stables en température et en temps. Donc, en fait, il y a toujours un compromis à chercher entre l'activité et la stabilité du système. Et donc ça, dans un système polydisperse, c'est toujours difficile à évaluer, mais c'est un des grands mérites finalement aussi du travail qu'avait fait David à cette époque-là, c'est qu'il avait vraiment essayé de classer au mieux les choses. Ensuite sont arrivés d'autres types de systèmes, vous voyez, où cette fois-ci, l'acte catalytique d'une superoxyde dismutase va être suivi dans des verres sol-gel qui sont transparents. L'intérêt, c'est que ces transformations peuvent être suivies par optique. Donc directement sur le verre, on peut arriver à suivre l'acte catalytique et l'évaluer. Bon, ça, c'est un travail qui avait été fait par le groupe de Bruce Dunn et de Jeff Zink à l'époque. Et donc, c'était vraiment des systèmes qui ouvraient la porte, en particulier avec des oxydases, ça ouvrait la porte finalement à des capteurs optiques. Enfin, nous, au niveau du laboratoire, on travaillait à ce moment-là avec Pierre Haudebert, que certains connaissent, et on a fait finalement les premiers capteurs électrochimiques à glucose sol-gel en emprisonnant, vous voyez, sur une électrode de carbone vitreux dans un gel de verre, avec un médiateur qui va être le ferrocène. Eh bien, on a fait travailler une molécule, une des plus classiques, une enzyme des plus classiques, qui est la glucose oxydase, et vous voyez que le système fonctionne très bien. Ça, c'est la réponse électrochimique du ferrocène, sans glucose. Et puis, dès qu'on voit des toutes petites quantités de glucose, on a cette forme en canard de la courbe de voltammétrie, qui est classique, finalement, de la réaction, de la transformation d'oxydoréduction du ferrocène en présence, finalement, de ces transformations. Parce que ce que l'on fait dans ce cadre-là, c'est que vous savez que la glucose oxydase, je vais revenir là-dessus, en fait... transforme le glucose en acide gluconique en générant de l'eau oxygénée. Donc vous avez un système redox qui modifie ensuite un couple, c'est ce qu'on appelle le médiateur ferrocène, qui lui est un couple rapide à l'électrode, et c'est le couple rapide que l'on peut détecter. Nouveau travail dans les années 94, belle revue, je dirais à nouveau du groupe de David Avenir, de Davialev, sur en fait l'ensemble des travaux qui ont été faits entre enzymes et puis gel, de toute nature. Alors ce travail est intéressant parce qu'il ouvre également des possibilités vers d'autres types d'oxydes, soit des systèmes qui peuvent être des semi-conducteurs, soit des systèmes qui vont être des systèmes conducteurs d'électrons ou de protons. Et donc ça veut dire qu'on peut faire la détection électrochimique en direct, puisque le support est électroactif quelque part. Donc dans ces systèmes-là, on n'a pas forcément besoin de médiateurs. Donc ça, si vous voulez rentrer dans ce domaine, je vous conseille cette revue parce que finalement, elle résume très bien finalement un ensemble de travaux qui ont été faits à cette époque-là. Alors, il y a une classe d'enzymes qui est un peu particulière, ce sont les lipases. Ce sont donc des enzymes qui catalysent les réactions d'hydrolyse ou d'estérification. Vous savez tous que ce sont des réactions réversibles. Ce sont des réactions importantes en synthèse organique pour la transformation des acides gras, des huiles, dans l'alimentation, dans la médecine. Donc les lipases sont énormément étudiées, mais elles ont une petite particularité, c'est qu'elles ont un site actif composé d'une triade aspartate, histidine, sérine, qui est caché par une hélice alpha quand le milieu est trop hydrophile. Et lorsque le milieu commence à être hydrophobe, à ce moment-là, l'hélice alpha lève le couvercle et la réaction catalytique peut avoir. Ce qui veut dire qu'il va falloir trouver des conditions optimum pour faire justement travailler de façon optimum ces lipases. Ça peut être simplement travailler en milieu totalement organique, mais pour des raisons également d'environnement, en fait, on a tendance également à aller vers des catalyseurs qui travaillent dans l'eau. Et à ce moment-là, il faut trouver un autre système pour faire travailler l'enzyme, pour qu'elle lève le couvercle et que ça marche. Donc ça, c'est une idée qui a été trouvée par Manfred Ritz, alors que dans les travaux précurseurs, je vous ai cités, en fait, ils ne travaillaient peut-être pas avec les bonnes enzymes à ce moment-là,
mais ils avaient déjà fait de l'hybridation et de l'hydrophobie dans les tout premiers de 85-71, mais ils visaient autre chose. Donc le Manfred Riss, c'est un chercheur qui travaille au Max Planck de Mülheim. Dans les années 92, il a démarré toute une série d'études sur les lipases. En particulier, au lieu de prendre un support de silice simple, eh bien, il a hydrophobé cette silice en utilisant, vous voyez, des précurseurs où le groupement R va être un système hydrophobe, un méthyle, une chaîne alkyle ou éventuellement un polydiméthylsiloxane, donc un petit maillon de silicone. Et donc ça, dans le cadre justement des lipases, ça permet de booster leur activité parce que justement on amène une composante hydrophobe, ce qui permet d'ouvrir le couvercle. Et une réaction assez classique, vous voyez, d'estérification, d'hydrolyse plutôt, eh bien, elle peut être vraiment exaltée grâce à l'interaction avec ce support. Donc, lipase dans silice hydrophobe, la réactivité elle est 250% meilleure que celle de la lipase dans l'eau, d'accord, 100% par rapport à la lipase avec une silice simplement hydrophile. Donc il y a vraiment un gain finalement à modifier la qualité du support, la partie hétérogénéiser un système et le fonctionnaliser. C'est un cas exemplaire qui montre finalement l'intérêt dans une réaction catalytique avec des catalyseurs hybrides. Alors ces systèmes-là ont été commercialisés depuis 1994, c'est ce que vous trouvez chez Fluka, Sigma Aldrich. Quand vous achetez des lipases supportées, c'est exactement ces stratégies-là qui sont utilisées. Alors un autre exemple de catalyseur hybride à glucose, cette fois-ci, entre finalement un greffage en fait, de nanoparticules de platine sur de la glucose oxydase. Donc là, on utilise un résidu lysine de la glucose oxydase, une réaction de couplage, une première réaction de couplage avec ce maléidimide pour former cette réaction-là. Ensuite, une deuxième réaction de couplage avec la thioaniline. Et ensuite, ces systèmes-là, vous pouvez les électropolymériser puisque vous avez de l'aniline. Vous savez tous que si on électropolymérise de l'aniline, on obtient de la polyaniline, donc on obtient au moins des oligomères. Et le tout peut être connecté. Et donc, ça permet finalement de faire travailler la glucose oxydase qui transforme le glucose en acide glutonique. Ensuite, l'oxygène, en produit, vous formez de l'eau oxygénée, qui ensuite réduit par le platine, et puis les électrons, finalement, sont amenés à une électrode d'or. Donc vous avez deux étapes, finalement, qui sont faites avec un courant détecté à l'électrode d'or et une configuration qui est optimum. Vous voyez, ce sont des travaux qui ne sont pas très récents. Alors maintenant, je vous ai parlé des systèmes essentiellement mésoporeux, ou bien des systèmes de type sol-gel dans lesquels on contrôle la porosité, mais de façon un peu générale et difficile. Donc, l'intérêt également, pour limiter les contraintes diffusionnelles, par exemple, c'est de créer des matériaux à structure hiérarchique. Bon, ça, ce sont des silices biogéniques que je vous montre assez souvent. Je pense que Jacques Livage, dans sa conférence finale, vous en montrera un bon nombre. Vous voyez, tout ça, ce sont des structures poreuses de microalgues phytoplanctoniques. C'est de la silice, tout ça. Mais quand vous regardez en microscopie électronique le détail, vous allez vous apercevoir que le système il est un peu continu au niveau de la porosité. Ça va de l'échelle micronique à l'échelle, je dirais, submicronique pour certaines, voire nanométrique pour d'autres. Donc il y a vraiment, en fait, une hiérarchie dans la porosité. Pourquoi, finalement? Parce que ça permet de créer les grands trous à l'échelle de fractions de microns, ça optimise la lumière. Typiquement, ça fait des cristaux photoniques. On optimise les flux de matière puisqu'on a une gradation dans les porosités et ça permet également d'optimiser les aspects métaboliques. Alors, comment peut-on faire pour faire les plus simples structures hiérarchiques, celles qui ne coûtent pas très cher? Eh bien, en fait, on peut faire des mousses hybrides. Et ça, c'est ce qui a été fait par en particulier Reynald Backhoff à Bordeaux, qui a une bonne expérience de ces systèmes. L'idée, c'est de faire finalement de la mayonnaise, de faire une mayonnaise dans laquelle vous allez utiliser une phase eau avec un tensioactif et de l'huile, une huile qui va être une molécule organique hydrophobe, et que vous allez mécaniquement mélanger l'ensemble. Et le surfactant ou le tensioactif que vous allez avoir dans le milieu va vous servir à deux choses. D'une part, à stabiliser la microémulsion, donc à faire des gouttelettes de mayonnaise, si vous préférez. Et puis également, il va y avoir une partition de cette molécule de surfactant
entre les parties, la surface des parties jaunes qui représente l'huile, et puis la partie, je dirais, grise, qui représente le milieu dans lequel l'hydrolyse-condensation va se faire en présence de tensioactifs. Ça veut dire qu'on va former des mésopores par les mécanismes que je vous ai montrés tout à l'heure. Alors en général, une mayonnaise, c'est toujours trouble, hein, vous voyez, ça donne des trous, des gros trous avec une distribution de taille de trous. Donc c'est ce que je vais vous montrer dans ces exemples-là, mais il y a des moyens, si on veut vraiment faire du joli, on peut faire du joli, il suffit de rajouter des systèmes colloïdaux monodisperses qui, par pickering, par interaction sur la surface, viennent contrôler les tailles de gouttes de mayonnaise. Mais quand vous mangez de la mayonnaise, je pense que ça vous est égal que les gouttes soient toutes de la même taille. Mais dans le cas d'une belle photographie pour une publication, ce sont des choses qui peuvent être faites. Donc l'intérêt, c'est qu'à la fin, vous obtenez une mousse, vous éliminez en fait toutes les parties qui ne vous intéressent plus, par exemple l'huile et les solvants, et vous observez dans cette mousse, vous voyez, des mousses hybrides avec des structures hiérarchiques simplement parce que vous allez avoir les gros trous, les gros pores à l'échelle de fractions de microns et jusqu'à 5-10 microns, vous voyez, une variation, c'est pas homogène au niveau de la taille des trous, mais ça peut l'être. Vous allez avoir dans les parties qui correspondent les murs entre les macropores, et bien ceux-là, vous allez avoir les murs vont être mésoporeux, puisque ce résultat est obtenu grâce finalement au travail en présence de gabarits micellaires de l'hydrolyse-condensation du mur de silice. Donc ça ouvre des tas de possibilités dans des tas de domaines. Et en particulier, vous pouvez fonctionnaliser finalement votre mur en une étape ou en 2 étapes avec des organosilanes qui sont assez classiques, à nouveau pour obtenir des structures macroporeuses et mésoporeuses. Donc là, vous n'allez plus avoir de limites, de contraintes diffusionnelles très marquées. Et donc ces systèmes-là peuvent être utilisés dans des catalyseurs, pour des catalyses assez classiques telles que les couplages de Suzuki, les réactions d'estérification. Alors on peut modifier, vous voyez, les greffons qui vont se retrouver sur le mur. Par exemple, si j'utilise ce type de greffon, ici j'ai un site complexant et je vais pouvoir mettre un catalyseur homogène et coupler éventuellement un catalyseur homogène, le mur et une catalyse enzymatique. Donc ça a été fait dans une autre optique, hein, ce premier travail, mais ça peut être fait, je dirais. Et puis également, en utilisant la structure poreuse et en la remplissant par des résines puis en carbonisant, on peut aller vers la formation de mousses qui vont être carbonées. Et également, ces mousses carbonées peuvent être des supports intéressants, soit pour l'énergie, puisque c'est du carbone, pour les supports catalytiques ou de la biocatalyse. Donc ça, ce sont des travaux qui sont en cours. Alors avec Reynal, on avait démarré finalement, on avait essayé d'utiliser ces systèmes de mousse hybrides pour catalyser des réactions enzymatiques, en essayant d'optimiser finalement les réponses. Et en fait, ce que l'on a fait, vous voyez, on a fait des thèses essentiellement sur 2 types de lipases, en fonctionnalisant après coup la mousse, simplement parce qu'on voulait confiner finalement les systèmes enzymatiques dans les macropores et ne pas leur laisser beaucoup d'options de sortie. Parce que bon ça c'est un petit détail mais c'est important, quand vous post-fonctionnalisez une silice après coup, très souvent ce que vous faites c'est que vous bouchez les petits trous, les petits pores. Et donc finalement vous arrivez à isoler vous ne coupez pas la communication des fluides, mais vous coupez la communication possible de plus grosses entités qui sont les lipases. Donc ces systèmes-là ont été testés dans différents types de réactions en milieu organique. Vous voyez typiquement l'estérification de l'acide linoléique. Donc ça, c'est le lyonate de butyle, c'est un produit intéressant, c'est un lubrifiant dans les biodiesels. Également d'hydrolyse de la trilinoléine pour un produit important, cet acide-là, qui est important pour fabriquer des détergents et des savons, et également des réactions de transistérification pour faire du lyonate d'éthyle, qui est une molécule qui est impliquée dans les synthèses de biodiesel de faible viscosité. Donc finalement, il y a toujours une finalité intéressante, mais bon, ce qui est intéressant, c'est le travail en lui-même, parce que ce que vous voyez sur ces graphes, je prends un exemple, mais les 3 réactions en fait, se comportent un peu de la même façon. Vous avez ici finalement la réponse de conversion en fonction du temps de la réponse de l'enzyme native en milieu homogène. Et ici, vous avez la réponse de l'enzyme native inclue dans la mousse hybridée. Et là, non seulement vous allez beaucoup plus haut dans le taux de conversion, mais avec une cinétique qui est bien meilleure.
Et quand vous comparez finalement les turnover number et les turnover frequency, vous voyez, c'est quand même des valeurs qui sont assez intéressantes. Et à l'époque, Reynal avait breveté finalement ces systèmes-là. Ce qui était aussi très intéressant dans ces systèmes, c'est qu'ils sont relativement stables. Ici, bon, c'est l'exemple de l'estérification de l'acide oléique. Et là, c'est la conversion à 100% en fonction du nombre de cycles. Donc le système peut être cyclé 20 fois sans perdre la performance catalytique. Et en plus, ensuite, on peut prendre la mousse, la mettre au frigidaire à 4 degrés, et son temps de vie est à peu près de 2 mois. C'est-à-dire que si au bout de 2 mois, on ressort le système enzymatique et on le refait travailler, il repart. Donc vous voyez les intérêts tout de suite au niveau, donc, du côté plus appliqué. Donc en fait, ça a été comparé par rapport à d'autres types de mousses, et finalement, on a ces mousses hybridées qui sont clairement meilleures. Alors, le deuxième intérêt de ces systèmes-là, c'est finalement, ce que je vous ai déjà dit de nombreuses fois, c'est-à-dire que ces procédés de chimie douce, c'est un peu de la chimie des polymères, donc ça veut dire qu'il y a des procédés, on peut mettre en forme facilement les systèmes, et en particulier, on peut directement créer la mousse dans une colonne chromatographique, directement. Et donc, ça peut permettre de travailler en colonne chromatographique, et donc de travailler en flux. Et les tests qui avaient été faits à l'époque montraient qu'on avait une catalyse qui était effective pendant 2 mois. Donc ça vous montre l'intérêt également non seulement de la versatilité des modifications qu'on peut apporter sur un mur de silice ou faire combiner finalement un système catalytique, mais également les aspects mis en forme qui ne sont pas négligeables. Et ça, c'est le tout dernier travail qu'a fait Avenir. Je lui ai demandé qu'il m'envoie le préprint. En fait, il a refait une étude complète sur des aérogels en justement utilisant des structures qui vont être plus ouvertes, hiérarchiques plus contrôlées, avec des ports plus grands et en essayant d'améliorer les tenues mécaniques. Alors globalement, bon, les techniques sont assez simples. Un précurseur de silice pour faire un sol colloïdal. On fait rentrer l'enzyme au niveau du sol. On finit les réactions de réticulation minérale pour faire un alcool-gel. Ici, et le solvant est éliminé via un séchage hypercritique en présence de CO2. On fait un échange au CO2 et finalement, comme les points hypercritiques du CO2 sont bas, eh bien, au maximum, on est à 35 degrés pour éliminer finalement tous les solvants, ce qui permet de conserver de façon relativement intacte le système enzymatique. Donc en fait, ce qu'il a montré clairement, c'est que ces gels, lorsqu'on contrôlait finalement mieux la taille des pores, qu'on travaillait dans des milieux plus ouverts, on avait en fait des cinétiques qui étaient plus proches des cinétiques classiques de type Michael par rapport aux aérogels, qu'on avait moins de limites diffusionnelles, mais c'est ce qu'on a également vu dans les mousses, on n'était pas limité au niveau de la diffusion, que d'après les constantes, les interactions enzymes-substrat sont favorables, la stabilité est meilleure et tout. C'est-à-dire finalement, ce sont des systèmes qui pourraient être commercialisés. Alors j'en viens maintenant à la dernière partie en vous parlant donc des cascades chimio-enzymatiques. Alors j'ai 3 exemples. Un premier exemple qui concerne finalement le couplage de nanométaux et d'enzymes piégés, à nouveau, vous voyez, le tout est piégé dans des nanoparticules de silice mésoporeuses. Ça, ce sont des nanoparticules qui peuvent être faites, je dirais, avec des tailles de l'ordre de 100, 200, 300 nanomètres. On peut descendre même plus bas, aller vers une centaine d'angstroms pour les applications dans le domaine biomédical. Donc ce sont des systèmes très poreux dans lesquels on peut inclure facilement des petites particules de palladium et également dans lesquels on peut absorber des catalyseurs des lipases. En particulier, dans cette étude-là, je la reprends ici, il y a une première inclusion du palladium sous forme d'un acétate, une réaction de réduction pour former le palladium au sein de nanoparticules, qui sont ensuite hydrophobées, et ensuite on absorbe la lipase. Et à nouveau, le caractère hydrophobe, c'est simplement aussi pour répondre aux critères d'ouverture finalement des sites catalytiques dont je vous avais parlé précédemment. Donc il y a un certain nombre de réactions tandem qui ont pu être réalisées, vous voyez, avec transformation, une première hydrogénation ici de cet acétophénone en alcool basylique, et ensuite transestérification du système grâce à la lipase.
Et donc, ce qui est décrit dans ce genre de travail, c'est qu'on a des rendements, une recyclabilité qui est meilleure et des rendements qui sont de l'ordre de 95% au bout de 6 heures, qui sont bien au-delà finalement de ce qu'on obtient avec des catalyseurs séparés. Un autre exemple de catalyseur couplé entre à nouveau des nanométaux, des enzymes qui sont des lipases et donc un support de silice mésoporeuse fonctionnalisé. Donc l'opération se fait en 3 étapes. La création de des particules poreuses, bon, ça représente un pore, hein, ce dessin, dans lequel on va décorer la surface du pore avec des fonctions amines, pour 2 raisons. D'une part, certaines vont être utilisées pour venir complexer les surfaces des nanoparticules obtenues par réduction de ce sel de palladium, c'est ce qui est représenté sur ces petites boules grises. Et puis, il y a un certain nombre de fonctions amines qui vont être utilisées pour des réactions de couplage, avec le glutáraldéhyde par exemple, et ensuite fixation dans une dernière étape de la lipase pour faire un catalyseur hybride. Alors, les réactions qui ont été testées, ça c'est un travail de 2013, eh bien, c'est la réaction de transformation, vous voyez, de ce système où on a un racémique avec un seul décomposé, un seul des énantiomères. Alors la catalyse de l'enzyme permet de faire ça parce que cette lipase ne transforme que le composé R. Alors à quoi sert le palladium? Le palladium, lui, il sert à reconvertir l'amine qui n'a pas été amidifiée, l'amine S. Il racémise le système et il reproduit finalement le mélange RS. Et le mélange R est consommé systématiquement par l'enzyme. Donc c'est un système de couplage assez intéressant. Un dernier exemple sur les composés un peu à la mode, tels que les MOF, les Metal Organic Frameworks, un système dont je vous ai parlé de nombreuses fois dans les cours, c'est des systèmes du type UO66. Donc c'est un composé, un polymère de coordination cristallisé, constitué de clusters de zirconium, d'oxyde de zirconium ZR6O4, couplés par des ligands bifonctionnels, typiquement des acides terephtaliques, que l'on peut modifier par exemple avec des fonctions amines si on veut apporter un certain caractère basique. Alors dans ce travail, ce qui a été fait, c'est qu'on a utilisé finalement des stoichiométries dans lesquelles on va rajouter de l'acide benzoïque par rapport à celui-ci. Donc vous voyez l'idée, c'est-à-dire qu'on va avoir un ligand bifonctionnel qui va créer la charpente, et puis on va avoir, à certains endroits, on va avoir des entités monofonctionnelles qui, elles, vont être en surface, ne vont pas créer finalement de réseau continu. Et en particulier, dans une deuxième étape, ces fonctions d'acide benzoïque vont pouvoir être échangées simplement par un autre acide, un acide qui va être beaucoup plus hydrophobe, tel que l'acide laurique. Alors, ce qui se passe à nouveau, donc première étape, réduction du palladium, inclusion du palladium. On rend hydrophobe le système par transformation d'acide benzoïque, par échange de l'acide benzoïque avec de l'acide laurique, et puis ensuite on absorbe simplement de la lipase sur le MOF, et ensuite on forme un système où on a donc un catalyseur de palladium avec les porosités associées au MOF. Alors voilà ce que ça donne. Ça, ce sont des clichés de microscopie qui vous montrent que finalement dans les particules de MOF qui sont nanométriques, vous avez un certain nombre de particules de métal qui sont bien incluses à l'intérieur. Et ça, c'est les clichés de microscopie en fluorescence qui vous montrent que finalement, vous avez également un bon taux d'absorption des molécules, des enzymes sur ces particules de MOF. Ça ne vous dit pas que les enzymes sont incluses, mais ça vous dit que finalement, elles sont absorbées. Et donc là, vous avez des taux de transformation de cette réaction. Donc vous avez une première réduction grâce au métal et une transestérification grâce à la lipase qui trouve un milieu hydrophobe grâce à la petite astuce que je vous ai montrée, modification finalement de l'acide benzoïque par des acides lauriques et avec des taux de réactivité qui sont assez intéressants. Donc là, je vais finir mon exposé par vous décrire un travail qui a été fait avec un collègue belge. C'est pour ça que j'ai appelé ça les cascades chimio-enzymatiques franco-belges. Alors ça, c'est une histoire qui a démarré en 2009 à Salamanca. J'étais en fait conférencier invité à cette époque.
Et à la fin de ma conférence, j'ai vu arriver Damien de Becker à la fin de la conférence qui me disait « Moi, j'aimerais bien venir dans le laboratoire et travailler avec vous. » Et je lui dis « Bon, bah, pourquoi pas ?» Je lui dis « Mais je suis quelqu'un de la catalyse, parce que c'est quelqu'un qui faisait de la catalyse. » Et moi, à ce moment-là, je lui ai dit « Bon, Damien, moi, un truc qui m'intéresse, parce que c'était du 2009, hein, qui n'a jamais été fait, c'est justement de coupler une catalyse enzymatique, vraiment un couplage, pas simplement en jouant sur les effets du mur, mais une catalyse enzymatique avec un catalyseur hétérogène. Et ça n'avait pas été fait à l'époque. Alors, Damien est venu au laboratoire, mais on débutait, lui comme moi, et finalement, il a fait des tas de choses. Il a travaillé sur les systèmes aérosols, il a travaillé sur les mousses, parce que nous, l'idée, c'était de les mettre dans les fameuses mousses que je vous ai montrées précédemment. Mais globalement, bon, il a travaillé, mais ça n'a pas marché. Parce que finalement, lui comme moi, on avait un décalage par rapport à nos connaissances des systèmes enzymatiques réellement. Et donc, Damien est parti en Angleterre dans un laboratoire où c'était la spécialité des systèmes enzymatiques. Donc, il a appris les systèmes enzymatiques. Et puis, il est revenu à Louvain. Et à ce moment-là, il a démarré la thèse de Valentin Smet avec exactement le même objectif, mais finalement avec une connaissance. Là, il a soutenu en 2019. Vous voyez, donc la connaissance, elle a été établie sur un certain nombre d'années. Ce qui veut dire que finalement, la recherche, ça demande toujours du temps. Ce n'est pas immédiat. Et donc, en fait, je vais vous montrer ce qui a été fait dans le cadre de ce travail. Il a utilisé finalement les systèmes aérosols. Ça, c'est un travail qu'il avait également appris avec Cédric Boissière au laboratoire. Je vous rappelle que les systèmes aérosols, ça vous permet d'avoir à peu près n'importe quelle composition, de projeter des systèmes, d'obtenir des particules avec des compositions variées en fonction finalement de la manière dont vous allez contrôler la stabilité et les composantes de cette chimie colloïdale. Donc ça, je vous en ai parlé de nombreuses fois, je ne vais pas revenir là-dessus, mais l'intérêt des systèmes aérosols, c'est ça, c'est que vous pouvez, en contrôlant les paramètres chimiques et physico-chimiques, obtenir des systèmes dans lesquels vous allez avoir, si j'arrive à le trouver, je ne sais pas où il est, oui, c'est là. Vous allez avoir une très bonne continuité du réseau poreux que vous pouvez encore contrôler à d'autres échelles. Et donc ça, c'est une des richesses des systèmes aérosols. Et c'est intéressant au niveau industriel parce que finalement, c'est un spray. Et donc ça, tout de suite, l'industriel dit, bon, bah, un spray, on devra arriver à savoir faire. Donc vous voyez, vous avez un système qui n'est pas gêné. Et donc ces murs-là que vous voyez autour peuvent être également des murs poreux. Là, dans l'image, vous ne le voyez pas, mais il peut y avoir également de la porosité. Donc en fait, ce qu'a fait Damien avec Valentin, c'est que bon, ils ont fait le système en 2 étapes. D'abord, choisir un catalyseur indiscutable, incontournable. La zéolite de titane, le titano-silicate TS1. C'est un catalyseur très efficace qui peut transformer finalement une double liaison en époxyde en présence d'eau oxygénée. C'est une zéolite, c'est très stable et c'est très efficace. Mais encore faut-il être capable de le faire à l'échelle nanométrique. Et donc, c'est ce qu'a fait Damien dans un premier travail. Et il a utilisé finalement ce système de nanozéolite pour faire un simple test d'époxydation. Et ça, c'est ce qu'il a publié dans un premier travail. Et dans un second travail, justement celui qui permet d'obtenir ces catalyses en cascade, il a mélangé, vous voyez, ces nanocristaux de zéolite. Donc ici, c'est le catalyseur hétérogène que l'on mélange. Et on va additionner au catalyseur hétérogène une solution avec de la silice qui va servir de support et de colle, avec des précurseurs tensioactifs qui vont permettre de jouer finalement sur la répartition des pores de telle façon à obtenir, vous allez le voir, plutôt un gros trou en centre, mais quand même de l'accessibilité au niveau de la coquille. Et ça se fait par spray et ensuite par un traitement thermique. Vous voyez, c'est polydisperse, ce n'est pas parfait, mais quand on regarde ces objets-là, on voit qu'il y a des trous d'accès à un creux central. Vous voyez là, c'est des trous ici. Il y a un certain nombre il y a une accessibilité, ça veut dire qu'on peut les remplir. On peut les remplir par un système externe. Et ce qu'a fait Damien à ce moment-là, c'est qu'on les a remplis avec, vous voyez, on voit bien qu'il y a toute une porosité qui est accessible sur ce schéma, puis on voit qu'il y a une espèce de nid au centre. Et donc, on peut infiltrer finalement un système enzymatique via les trous de la coquille, pour positionner une enzyme au centre. Alors, en idéalisant le système, les petits grains que vous voyez, c'est le fameux catalyseur hétérogène, la zéolite TS1. Le nid à enzyme se trouve dedans. Et puis, la silice, qui était là au départ,
la quantité a été calibrée de telle façon à ne pas tout boucher, mais à servir de point de colle, de telle façon à ce que le système tienne. Et donc ça, c'est simplement un rapport de composition. Mais ça demande sans doute beaucoup d'essais et d'erreurs. Alors voilà un petit peu de la façon dont on peut imaginer le système. Finalement, un aérosol, on obtient ce système idéalisé formé de nanocristaux, un cœur vide. Et c'est ce cœur vide que l'on va remplir avec de la glucosoxydase. Une première imprégnation. Ensuite, on veut que la glucosoxydase, puisqu'elle est rentrée, a priori, elle pourrait ressortir. Donc on la greffe sur la réticule avec des processus habituels éthylactate, glutaraldéhyde. Et donc maintenant, on a cette enzyme coincée dans le nid et qui ne peut pas sortir. Et avec son nid, le bord du nid, qui est également un catalyseur hétérogène bien connu, la zéolite. Vous voyez, donc ça, je vous répète. Donc voilà, ça, ce sont des dessins un peu idéalisés, mais un peu c'est comme ça que travaille le système. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce que dans ces systèmes-là, on peut charger des taux d'enzymes qui sont importants. On ne va pas la perdre parce qu'on a fait le travail proprement, on a bien greffé le système, mais on a également en face un catalyseur qui est robuste, qui est résistant à l'eau, qui est réactif et sélectif. Et donc, a priori, c'est un bon système pour faire des cascades chimio-enzymatiques qui vont être plus écologiques. Parce que finalement, le premier travail de l'enzyme, ça va être de transformer le glucose en acide gluconique et de générer de l'eau oxygénée. Cette eau oxygénée va être réutilisée pour transformer, par exemple, une double liaison en époxyde, donc en glycidol. Et donc, ça veut dire qu'ici, vous éliminez dans ce processus la production d'une molécule qui présente quand même un certain danger, une certaine gêne. Donc, vous la formez in situ. D'accord? Et ça, ce sont les courbes qui montrent que le système est bien consommé et que vous produisez bien le glycidol. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même un produit qui est énormément utilisé au niveau industriel, que ce soit pour des revêtements de surface, des synthèses, des produits pharmaceutiques, dans les produits chimiques sanitaires, dans la stérilisation du lait de magnésie, comme agent de réticulation, etc. Et ça, c'est une seule boucle, vous voyez, qui permet de faire travailler un système avec deux catalyseurs synchrones et sans apport extérieur d'un produit qui pourrait être toxique comme l'oxygéné. Donc voilà, mon dernier exemple concerne les biopiles à combustible, qui également sont des systèmes hybrides. Alors comment ça marche une biopile à combustible? Eh bien, vous allez avoir une anode et une cathode. Du côté de l'anode, par exemple, on va pouvoir faire travailler une glucosoxydase, à nouveau donc un système enzymatique. Donc le glucose va être transformé en acide gluconoïque en libérant de l'eau oxygénée. Cet acide gluconique va libérer des protons, mais ces réactions d'oxydoréduction, eh bien, elles se font avec des échanges d'électrons. Ces échanges d'électrons vont être captés par un médiateur, qui est le ferrocène. C'est exactement ce que je vous avais dit dans le capteur à ferrocène qu'on avait fait avec Pierre Haudebert il y a quelques années. Et ensuite, ces électrons, via le médiateur, vont arriver à l'électrode. Ensuite, ils vont passer dans un circuit externe, arriver à la cathode, et là, vous avez une deuxième boucle où les protons passent en fait à travers une membrane conductrice de protons, et vous avez une deuxième enzyme qui est la bilirubine oxydase, qui, elle, va transformer l'oxygène en présence de protons en eau, et la boucle est bouclée. Et donc, ça, c'est typiquement le genre de matériaux composites, de biopiles à combustible. Mais quand vous regardez le détail, eh bien, finalement, tout ça s'est emprisonné dans des matrices sol-gel, soit conductrices, soit qui sont chargées en carbone, ou en présence de nanoparticules conductrices. Donc vous avez un système qui est composite, dans lequel finalement vous avez l'enzyme, vous avez un catalyseur, je dirais, colloïdal, et vous avez également un effet de support qui n'est pas négligeable. Alors ça donne ça si on fait une image un petit peu jolie, en fait. Vous voyez, vous avez le support doré qui va recevoir les électrons. Vous avez les médiateurs en solution, la glucosoxydase qui est piégée finalement dans le gel, et puis des nanophiles, par exemple, de carbone qui permettent d'assurer une conductivité à l'ensemble. Alors c'est intéressant parce qu'on voit de plus en plus, bon, le fuel, vous avez tous compris que c'est le sucre, hein, c'est le glucose. On voit de plus en plus apparaître dans la littérature, non pas l'utilisation des biopiles à combustible pour des aspects d'énergie, je dirais de puissance, c'est clair, mais pour des biocapteurs auto-alimentés qui peuvent être situés en externe, mais de plus en plus, on voit des biocapteurs qui sont implantables, donc miniaturisés, implantables, et qui marchent avec des systèmes enzymatiques. Je ne vous montre pas d'exemple aujourd'hui
parce que je pense que j'ai largement dépassé mon temps, mais en fait, il y a énormément d'essais qui se font aujourd'hui sur l'implantation dans des animaux, en espérant que ça pourrait être transférable un jour sur l'homme. Alors, je finis en fait par quelques conclusions. Les catalyseurs, je dirais, homogènes, hétérogènes et enzymatiques peuvent être couplés de façon très claire pour former des catalyseurs hybrides qui peuvent montrer une meilleure efficacité, sélectivité et recyclabilité surtout. Du côté de la chimie douce, eh bien, elle apporte des supports stables, neutres ou actifs, des fonctionnalisations faciles pour faire les couplages, un couplage qui est facile entre le monde organique et biologique et le monde minéral et biologique également. Les porosités, avec toutes les méthodes que l'on connaît aujourd'hui, sont ajustables, je dirais du nanomètre au micron assez facilement. On peut également construire des matériaux, je vous ai montré quelques exemples, avec une porosité hiérarchique, ce qui limite les diffusions diffusionnelles. Cette porosité hiérarchique peut être contrôlée, c'est-à-dire on peut faire des systèmes qui fonctionnent ou on peut faire des systèmes qui fonctionnent et en plus qui présentent de l'esthétique. Ça dépend du temps que l'on va y consacrer. Les couplages chimie procédés, c'est ce que je vous ai montré plusieurs fois, sont adaptables et sur mesure aujourd'hui grâce au couplage chimie douce procédé. Et puis les conditions de synthèse sont relativement douces. Et donc ça veut dire qu'elles sont également compatibles non seulement avec des enzymes, mais avec des micro-organismes. Ça, je vous en parlerai dans le cours de la semaine prochaine. Donc clairement, ça ouvre des voies du côté de la chimie verte et des sciences de l'environnement, puisqu'il y a toujours une demande importante du côté des capteurs, des catalyseurs, des adsorbeurs et tout ce qui est dépollution. Voilà, je vous rappelle que le mercredi 26 février, il y aura une journée un peu spéciale avec un colloque que nous organisons moi-même et mes collègues en l'honneur du professeur Jacques Livage, et vous aurez un bon nombre d'interventions qui vous montreront un peu les faits marquants et défis de ces dernières années dans le cadre de la chimie douce. Voilà, je vous remercie pour votre attention.